Wilfried Léandre Roumbédi était dans la matinée de ce vendredi 5 août 2022 face à la presse. Il revient de façon plus claire sur l'actualité de ces dernières semaines dans la célébration de la fête nationale et d'autres sujets. Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture du Bénin, est fait chevalier de la Légion d'honneur française. Il a reçu la médaille des mains de Rema Abdou Malak, ministre de la Culture de la République française. C'est au cours d'une cérémonie française à l'ambassade de France au Bénin. Et puis en interactualité au Kenya, Raila Odinga a animé son dernier meeting de campagne avant la présidentielle du mardi prochain. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce mercredi pour soutenir le vétéran de la politique kenyane. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Je l'annonçais en titre, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Roumbédi était dans la matinée de ce vendredi 5 août 2022 face à la presse béninoise et internationale et revint donc de façon plus claire sur l'actualité de ces dernières heures dans la cérémonie de la fête nationale et d'autres sujets. Romaric Dossa et Mathieu Soso y étaient. Voici donc leur compte rendu. D'ici à là, le Bénin disposera de 2 aéronefs civils. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 août 2022 a donné son accord pour l'achat de ces 2 appareils. Le porte-parole du gouvernement, au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 5 août 2022 à Cotonou, est revenu sur cette innovation dans le secteur sanitaire béninois. Pourquoi c'est 2? Ça, c'est plutôt intéressant. C'est 2 parce que le constructeur canadien aussi, il a des normes. Et quand vous allez acheter ça, vous prenez 2 parce qu'il est dit qu'il ne faut pas qu'en cas de besoin, on dise que l'avion est tombé en panne. Donc si l'un est en panne, l'autre fonctionne forcément pour soulager les urgences auxquelles on serait confronté. C'est la raison qui fonde le choix d'en acquérir au moins 2 à la fois. Peut-être qu'on aurait pu prendre 3, 4 si on a plus de ressources disponibles maintenant, ça aurait été fait. Visite des monuments inaugurés la veille de la fête de l'indépendance du Bénin, le mécanisme mis en place par le gouvernement pour mieux satisfaire les visiteurs après l'ouverture officielle des infrastructures est également exposé. Inscrire sur l'épigraphe des monuments une description sommaire afin que chaque personne qui s'approche, et surtout les touristes, puisse s'approprier bien l'histoire de notre pays. C'est une très belle préoccupation. Je vous rassure que le gouvernement y a pensé et travaille, pas forcément dans le sens de l'inscrire sur l'épigraphe, mais nous avons des guides touristiques qui sont en formation et à terme, il est attendu que certains guides touristiques soient déployés sur les sites à l'occasion des saisons touristiques pour entretenir les visiteurs sur l'histoire de ces Amazones et de Bioguera autant que du monument au dévoué. Des nouvelles par rapport à la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus au Bénin, une préoccupation des hommes des médias. Léandre Roumbédi répond. La COVID-19 n'est pas terminée. Nous avons encore quelques cas dans le pays, mais nous sommes sortis des situations où il y avait une telle flambée de cas graves. Il y en a 1 ou 2, 3 qui s'enregistrent parfois. Comme nous avons acquis du matériel, des équipements de pointe pour traiter les cas graves, comme nous avons les doses, les gens sont pris en charge comme il faut. Et nous espérons que nous n'aurons plus, les semaines, les mois à venir, à déplorer des pertes en vies humaines du fait de la COVID. Et votre question me donne l'occasion de lancer à nouveau un appel à nos concitoyens pour leur dire qu'il y a toujours des doses de vaccins disponibles dans notre pays. Et que ceux qui ne se sont pas encore soumis à cette nécessité ont le temps d'aller le faire. Sensibilisons nos proches, nos parents, nos amis, l'ensemble de la population pour qu'ils aillent se faire vacciner. Plus nous serons vaccinés, mieux ça vaut pour l'immunité collective, mieux ça vaut pour la quiétude de l'ensemble et mieux nos centres de prise en charge seraient soulagés. Plusieurs autres sujets d'actualité ont été également abordés au cours de cette rencontre médiatique, dont les réformes à venir dans le cadre des cantines scolaires au Bénin.
Il faut noter que ces participants sont tous repartis satisfaits. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts au Bénin, Jean-Michel Abimbola, est fait chevalier de la Légion d'honneur française. Il a reçu la médaille des mains de Rumar Abdul Malak, ministre de la Culture de la République française. C'était donc au cours d'une cérémonie française à l'ambassade de France au Bénin. Reportage. C'est un grand jour pour Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Il est élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur française. Depuis, vous consacrez votre énergie à mettre en œuvre votre ambition pour la culture, cette vision que vous nous avez résumée ce matin, Révéler le Bénin, un programme vaste, riche et très audacieux. Cette ambition que vous avez pour la culture, je crois qu'elle est nourrie de vos passions, de vos compétences aussi d'économiste et de gestionnaire. C'est toujours utile pour faire avancer la culture. Peut-être aussi nourri de votre amour du patrimoine en France. Vous me l'avez répété plusieurs fois aujourd'hui, ça m'a beaucoup marqué que ce pays n'a ni pétrole ni diamant, mais sa force c'est la culture, c'est son patrimoine. Les efforts du ministre béninois dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts sont les raisons principales qui lui ont valu cet honneur. Se retrouver sur la liste de ces personnalités, être dans leur proximité nominative est non seulement une fierté pour moi, mais aussi une chance extraordinaire. Humilité ensuite, par rapport au devoir et à l'obligation de reconnaître le travail de tous, et ceux particulièrement qui ont œuvré au résultat qui me vaut cette reconnaissance pour rester digne de cet honneur, de l'assumer dans la continuité de ce qui a été fait et qui a valu le regard bienveillant des autres. Cela exige de soi les mêmes rigueurs, les mêmes engagements moraux, les mêmes ambitions à la hauteur des paramètres de l'excellence. Il a reçu sa médaille avec beaucoup d'humilité et joie. Face aux nombreuses crises qui secouent le continent africain et aux difficultés de la CEDEAO, d'y faire face, des voix s'élèvent pour fustiger et penser à une fédération des pays de l'Afrique de l'Ouest. Précision dans ce reportage. Face à l'échec des unions économiques et monétaires et la persistance du problème de l'employabilité des jeunes en Afrique de l'Ouest, Edgar Yansonou sort le joker, le mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens. Il faut changer, il faut modifier le fonctionnement des choses. Et comment est-ce que nous avons pensé, dans quelle direction nous avons pensé ce changement? C'est dans la direction qui consiste à créer une deuxième fédération. Mais ça va être une fédération différente de la fédération nigériane. Parce que le Nigeria est une fédération unitaire. C'est une fédération centralisée, où l'État fédéral détient la souveraineté sur l'ensemble des ressources naturelles du pays. On va simplement mutualiser un certain nombre de fonctions. La première fonction, c'est l'espace géographique. On va enlever les frontières intérieures. On va renforcer les frontières extérieures, on va mutualiser la défense pour pouvoir mettre en place une sécurité collective, on va mutualiser dans une certaine mesure la justice, il y aura une justice fédérale. Une vision noble dont la matérialisation doit passer par une récupération politique. C'est une question éminemment politique, mais ce n'est pas une question de politique partisane. Vous voyez, ça transcende la politique partisane. Nous voulons parler à tous les partis politiques. Et réformer la CEDEAO, non, mais plutôt la remplacer. Le géniteur du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens en a l'assurance. Et de promouvoir une confédération qui va remplacer la CEDEAO. Une confédération entre deux fédérations. La fédération nigériane, qui est une fédération centralisée, et la fédération sahélo-guinéenne, qui sera une fédération décentralisée. Là où les pays riches essayent de se mettre ensemble, il n'y a pas de justification que des pays qui sont moins riches, mais qui sont riches potentiellement, refusent de se mettre ensemble et puis disent, écoutez, nous sommes pauvres, venez nous aider. La session bénin de ce mouvement sera mise sur les fonds baptismaux ce samedi et aura pour but de promouvoir une vision confédérale de l'Afrique de l'Ouest pour favoriser l'industrialisation de la région.
Et puis un carnet noir dans cette édition. Notre confrère journaliste de Canal 3 Télévision, Geoffroy Messon, est décédé en matinée de ce jeudi 4 août 2022 à 41 ans des suites d'une courte maladie. Jusqu'à sa mort, il était directeur de l'antenne régionale Monokoufo de Canal 3 Bénin, et qui était Geoffroy Messon. Et que représente-t-il pour ses confrères? La réponse dans ce reportage de Kenneth Egaoui, Mathieu Soso. Chaque année, une commune comme Atiémé, située au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono, affronte les affres de l'inondation. Une inondation fruit de la convergence de plusieurs phénomènes, notamment la crue du fleuve Mono et de fortes pluies. De cette situation, un homme tire profit. Ce visage n'apparaîtra plus sur les écrans de télévision. Cette voix ne relatera plus des reportages. Geoffroy Messon, journaliste dévoué et correspondant de Canal 3 Bénin à Lokossa, a rejoint la Félicité Céleste depuis ce jeudi. Une triste nouvelle, un choc pour son rédacteur en chef. Je m'apprêtais à prendre l'antenne quand la directrice m'a appelé. Donc j'ai dû arrêter pour l'écouter. Et c'est là qu'elle m'annonça la triste nouvelle de la mort de Geoffroy Messon. Ça a été un choc terrible parce que au-delà du fait que c'était un collègue, Geoffroy est un être, quelqu'un à qui je me suis fortement attaché, avec qui on a partagé beaucoup de choses, même hors de Canal. Fortuné Sossou est le président d'une organisation de journalistes culturels. Lui aussi a connu Geoffroy Messon. C'est avec le cœur abattu que nous avons appris hier qu'il est parti. C'est un confrère que je connais très bien et c'est un battant. Il est dans la profession, ça fait un bon moment et il s'est vraiment consacré à la profession. Il s'est donné entièrement à la profession et il exerce avec beaucoup de vocation. Pour ses confrères, Geoffroy Messon fut un journaliste accompli et prenant très au sérieux son travail. Sa disparition laisse un grand vide. C'est une grosse perte pour nous à Canal 3, Geoffroy Messon, parce que Geoffroy Messon fait partie de nos meilleurs atouts. Il fait partie de nos meilleurs atouts, de nos meilleurs journalistes. C'est un travailleur mais acharné, très dévoué. Sa forme physique tend à infirmer ce que je dis, mais loin de là. Geoffroy est un gros bosseur, vraiment un travailleur. Sans jamais se dire est-ce que cette profession va m'amener loin, est-ce que cette profession est ce qu'il me faut pour véritablement vivre en homme responsable, en homme épanoui, etc. Il s'y est vraiment donné. C'est dommage que de sitôt il s'en aille. Son air toujours joyeux, sa sympathie avec ses confrères et son esprit d'initiative sont tant de qualités qu'on connaît au défunt. C'est quelqu'un qui n'a pas de camp. C'est quelqu'un qui ne crée pas de division. Quand je revois son image, je vois un confrère très accessible, très ouvert aux discussions. Quand vous passez à Lokossa, pour peu que Geoffroy Messon vous connaisse, pour peu qu'il vous connaisse par rapport à quelqu'un, et vous propose son hospitalité, et vous propose son amitié, sa fraternité, sa sympathie. C'est le mec qui est tout le temps en train de faire rire son entourage, qui partage, qui a le sens du partage. C'est des valeurs qui ne courent pas les rues. Geoffroy Messon dirigeait l'antenne régionale de Canal 3 à Lokossa depuis 2014. Il s'en est allé, mais laisse de bonnes valeurs et de bons souvenirs à sa famille professionnelle. Hors des frontières béninoises à présent, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU est en Ouganda dans le cadre de sa visite africaine, une visite qui intervient au moment où le continent subit de fortes inflations en raison de la guerre russo-ukrainienne. D'après donc la déclaration de l'ambassadrice, les États-Unis vont débloquer une somme de 20 millions de dollars supplémentaires pour aider l'Ouganda à accroître ses investissements et aussi à fertiliser plutôt ses céréales
et autres cultures dans le but de faire face aux futures crises. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU est en Ouganda dans le cadre de sa tournée africaine. Une visite qui intervient alors que le continent subit une forte inflation à cause du conflit en Ukraine, situé à des milliers de kilomètres de là. J'ai le plaisir d'annoncer que les États-Unis fourniront 20 millions de dollars supplémentaires pour aider l'Ouganda à accroître ses investissements et à fertiliser ses céréales et ses autres cultures dans le but de faire face aux futures crises. Une aide financière, mais aussi une mise en garde à l'encontre des pays qui décideraient d'acheter des produits russes qui font l'objet de sanctions américaines comme le pétrole. Si un pays décide de traiter avec la Russie alors qu'il existe des sanctions, eh bien il enfreint ces sanctions. Il enfreint nos sanctions et dans certains cas, il enfreint les sanctions de l'ONU avec d'autres pays. Et nous conseillons aux pays de ne pas enfreindre ces sanctions car s'ils le font, ils risquent de faire l'objet de mesures à leur encontre pour avoir enfreint ces sanctions. Washington l'assure, ces visites sur le continent africain ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une lutte d'influence avec Moscou. L'Ouganda est l'un des 25 pays africains qui, il y a quelques mois, se sont abstenus ou n'ont pas voté la résolution de l'ONU condamnant la Russie pour la guerre en Ukraine. Au Kenya, Raila Odinga a animé son dernier meeting de campagne avant la présidentielle de mardi prochain. Des milliers de personnes se sont donc rassemblées ce mercredi pour soutenir le vétéran de la politique kenyane, candidat pour la 5e fois à la présidence de Kenya. Raila Odinga est une figure historique de la politique kenyane qui a incarné durant des décennies l'opposition avant de se rapprocher ces dernières années du pouvoir. Reportage. Ses détracteurs décrivent un agitateur populiste, prompt à jouer des rivalités ethniques pour assouvir son ambition. Mais ses plus fidèles partisans le considèrent toujours comme un combattant de la démocratie et un réformateur social indispensable dans un pays profondément inégalitaire. Des fidèles qui étaient réunis en nombre ce mercredi pour soutenir Raila Odinga, l'inusable vétéran de la politique kenyane qui ne mâche pas ses mots. Le travail d'unification du peuple kényan va se poursuivre et c'est pourquoi je dis aux personnes qui se présentent contre nous que Uhuru Kenyatta est le président sortant du Kenya. Laissez-le tranquille, laissez-le partir et se retirer en paix. Si vous avez un problème, affrontez Raila Odinga et Martha Karua sans détour. Âgé de 77 ans, Raila Odinga, qui se présente à la présidence pour la 5e fois, a fait de la lutte contre la corruption qui gangrène le pays sa priorité, nommant comme colistière Martha Karua, une ancienne ministre réputée inflexible. Baba le 5e a dit que lorsque nous gagnerons les élections, et nous le ferons par la grâce de Dieu et des Kenyans, notre premier travail sera de lutter contre la corruption. Et j'ai accepté l'appel pour suivre les questions de loi et d'ordre. Et avec Baba, nous serons le bâton qui frappera tous les corrompus du pays. Les Kenyans se rendent aux urnes mardi prochain pour des élections présidentielles, législatives et locales. Outre Raila Odinga, 4 candidats sont en lice pour la fonction suprême, dont l'actuel vice-président William Ruto. Le Rwanda soutiendrait bien les rebelles du M23, le groupe armé très actif dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'une des conclusions d'un rapport d'experts mandaté par l'ONU, dévoilé aujourd'hui par l'AFP. Selon cette enquête transmise au Conseil de sécurité, l'armée rwandaise aurait bien été présente et serait donc bien intervenue sur le sol congolais ces derniers mois contre les mouvements armés, mais également en soutien d'autres groupes armés, M23 bien sûr. L'armée rwandaise soutiendrait des rebelles à l'est de la RDC et serait même directement intervenue dans le pays, et ce depuis novembre 2021. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONU transmis au Conseil de sécurité.
Les experts à l'origine de cette enquête indiquent que Kigali a également fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques, notamment pour s'emparer de villes et de zones stratégiques. C'est le cas par exemple de la ville de Bunagana dans le nord Kivu. Située à la frontière ougandaise, elle a été prise par le M23 après des affrontements mi-juin. Des images de drones fournies par la MONUSCO ainsi que des vidéos et des témoignages établissent la présence de l'armée rwandaise et du transfert de son équipement au M23 dans et autour de la ville la veille et le jour de l'attaque. Le M23 est un ancien groupe rebelle à dominante Tutsi qui a été vaincu en 2013 mais qui a repris les armes fin 2021. Il reproche à Kinshasa de ne pas avoir respecté un accord sur la démobilisation de ses combattants. Depuis plusieurs mois, Kinshasa accuse Kigali de soutenir ces rebelles, tandis que le Rwanda n'a cessé de démentir son implication, une situation qui a été source de tensions entre les deux pays. La France à présent, après le passage des flammes, un travail de fourmi, gendarmes, pompiers et forestiers enquêtent sur les feux de forêt en appliquant à grande échelle une méthode criminalistique à la recherche du plus petit indice et du précieux témoignage. Ils enquêtent comme sur une scène de crime. Après le passage d'un incendie, gendarmes, pompiers et forestiers partent à la recherche du moindre indice qui pourrait leur permettre de découvrir l'origine du feu. À Générac, petite commune du Gard dans le sud-est de la France, rien n'est laissé au hasard. À partir du moment où on a mis en évidence la zone présumée, on va la baliser et ensuite on va la ratisser comme une scène de crime classique, c'est-à-dire qu'on va la ratisser minutieusement pour voir si en son sein on ne découvre pas un catalyseur, de l'accélérant ou un élément qui pourrait être à l'origine du feu. On voit bien deux zones, une zone qui est très marquée, elle est noircie, il y a eu de la combustion. Sur cette partie-là, il n'y a pas du tout de combustion, donc ça confirme bien que notre propagation du feu se faisait dans ce sens-là, puisqu'ici ce n'est absolument pas touché. Un mégot, des traces de carburant ou encore des témoignages de promeneurs ou de riverains permettent de déterminer si l'incendie est d'origine accidentelle ou criminelle. D'après les chiffres de l'ONF, l'Office national des forêts, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il y en a 5 sur 10 qui sont liés à une imprudence, 3 sur 10 qui sont liés à de l'intentionnel, un sur 10 qui est lié à la foudre, c'est la seule cause naturelle qu'on peut retrouver sur la métropole. Et un cas sur 10, c'est accidentel, lié à une installation électrique ou chemin de fer. La hausse des températures et la sécheresse provoquée par le réchauffement climatique augmentent le risque d'incendie. Cette année, la France a connu son mois de juillet le plus sec jamais enregistré. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé un rapport d'Amnesty International dans lequel il est reproché à l'armée ukrainienne de mettre en danger la vie des civils. Partagée sur elle transfère la responsabilité de l'agresseur à la victime, a accusé donc Volodymyr Zelensky jeudi soir. Reportage. Dans un rapport publié ce jeudi après une enquête de 4 mois, Amnesty International accuse Moscou et Kiev de mettre en danger la vie des civils. L'ONG reproche notamment à l'armée ukrainienne d'établir des bases militaires dans des écoles, des hôpitaux et de lancer des attaques depuis des zones peuplées. Une tactique qui viole, selon elle, le droit humanitaire international. Des accusations qui ont déclenché le courroux de Volodymyr Zelensky. Il n'y a aucune condition, même hypothétique, dans laquelle toute frappe russe sur l'Ukraine devient justifiée, a-t-il déclaré. En publiant de tels rapports manipulateurs, vous partagez la responsabilité de la mort de personnes. Le président ukrainien a également fait part de son intention de nouer des liens avec les États africains pour contrer l'influence russe grandissante sur le continent. Le mois dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'était rendu en Égypte, au Congo, en Ouganda et en Éthiopie dans une opération séduction. Volodymyr Zelensky a aussi exhorté Bruxelles à accélérer le versement à l'État des fonds qui lui permettent de fonctionner, un processus qui, selon lui, est embourbé dans la bureaucratie. Toujours en Ukraine, après le départ du premier navire céréalier en Ukraine depuis 6 mois, ce lundi, 3 autres bateaux chargés de céréales prennent le large ce vendredi en direction de la Turquie, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Reportage.
Après le cargo Razoni, d'autres navires chargés de céréales ukrainiennes ont commencé leur voyage. Selon le ministère turc de la Défense, 3 nouveaux chargements ont quitté l'Ukraine en convoi ce vendredi matin. Un autre bateau fait route vers le port de Tchernomorsk pour y charger des céréales, a indiqué le ministère turc. Le Navistar a quitté Odessa pour l'Irlande avec 33 000 tonnes de maïs. L'Eurogène fait route vers l'Angleterre depuis Tchernomorsk avec 13 000 tonnes de céréales. Enfin, le cargo Polarnet se dirige vers le port de Karasu en Turquie avec 12 000 tonnes de maïs. Tous ces navires progressent sous l'œil du centre de coordination conjointe établi à Istanbul au terme de l'accord international signé le 22 juillet. Ce centre, qui réunit des experts délégués par les 4 signataires, supervise les exportations de céréales ukrainiennes et veille à la stricte application de l'accord. La Russie et l'Ukraine ont signé 2 accords séparés validés par la Turquie et les Nations Unies qui ont permis la reprise des exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre depuis le 24 février. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, restez fidèles au programme de Speedline Télévision et passez un très bon week-end.